Donc aujourd'hui, c'est notre premier jour pour notre formation. On passe un peu 1 ou 2 minutes pour d'autres personnes. Je renvoie les liens dans les groupes. La fois passée, j'espère que ceux qui étaient là, je m'étais déjà présenté. Je m'appelle Shadrack Kanza, développeur web et Android. Mes skills ou technologie et langage, j'ai fait JavaScript, Vue.js, React et React Native. J'avais bien parlé l'autre fois que Vue.js et React sont des bibliothèques similaires. J'ai fait PHP, les frameworks Laravel, Tailwind, CSS, Bootstrap, TypeScript, Kotlin, Python et autres ici. Pour aujourd'hui, nous allons commencer avec notre première leçon, comprendre les web. Nous voulons devenir développeurs full stack à la fin de notre formation. Mais tout au début, nous devons comprendre c'est quoi les web. Parce qu'on ne peut pas commencer directement à coder sans pourtant comprendre ou connaître les notions théoriques ou les notions de base. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du web. Nous allons comprendre à quoi servent les langages et frameworks. Nous allons explorer les métiers du web. C'est ça la base de notre session d'aujourd'hui. Donc, à l'issue de cette leçon, on va définir le web et ses origines. Nous allons distinguer les langages web et puis nous allons identifier les métiers du web comme je l'avais dit précédemment. Le web est le terme communément employé pour parler de 3W. J'espère que la majorité d'entre nous vont déjà souvent dans des sites www. On met les noms des domaines. En français, c'est traduit par la toile d'araignée mondiale. Il fait référence au système hypertexte. Nous verrons prochainement, quand on va commencer notre premier langage de balisage, c'est le HTML. Vous verrez que dans le HTML, H qui est là, vous verrez que ça provient d'ici. Donc, le web qui fait naissance au langage HTML. Par habit de langage, le web désigne de façon plus large tout ce qui se rapproche à cet univers d'Internet. Vous verrez plusieurs blogs où on parle de la différence entre le web et Internet. On ne fait plus toujours aujourd'hui la distinction technique entre ce qui définit le web et ce qui définit Internet. Donc, quand vous pouvez être libre, vous pouvez taper différence entre web et Internet, vous verrez plusieurs blogs qui en parlent. Ça pose souvent confusion, est-ce que le web c'est Internet ou Internet c'est le web? Mais nous verrons une conclusion aujourd'hui. Le web a été inventé par Tim Berners-Lee à la fin des années 80, mais vous verrez d'autres personnes, on vous parlera de 91 parce que là, c'est lancé. Mais déjà à partir des années 80, le web a été déjà inventé. Le web se résume à cet outil qui permet la consultation via un navigateur des pages de sites internet ou sites web. Nous naviguons tous dans des sites web, sites internet. Tout ce qu'on fait là, ça se regroupe dans le web. Par exemple, vous êtes sur Facebook, vous entrez dans la page accueil, vous allez dans la page des messages. Tout ce qui se trouve là, c'est le web. Donc ici, on parle des origines. Il y a une historique, plusieurs sites Wikipédia parlent aussi des historiques du web. Nous, on veut juste prendre un aperçu sur ce qu'est le web avant d'entamer le langage web. Il y a quelques années où on nous parle, en 1969, ARPANET, un réseau militaire, vous verrez, en 1972, l'apparition des emails, en 1991, c'est là où le lancement du web a commencé. Donc, notre premier langage de balisage qu'on va apprendre a été commencé
en 1991. C'est là où le lancement du web a commencé. Donc là, c'était une partie où on pouvait rafraîchir la mémoire du web et ses origines avant d'entamer d'autres choses pour notre formation. Ce que vous pouvez retenir du web et ses origines, le web n'est qu'une partie d'Internet. Donc, Internet, je peux dire, c'est la grande maison. Le web, on peut le considérer comme une chambre. C'est une partie d'Internet. Internet a été créé avant le web. Vu que le web est une partie d'Internet, Internet a été créé avant le web. Vous attendez aussi parler du cloud, mais je préférerais qu'on en parle encore plus tard. Et puis, le dernier point, W3C est l'organisme qui guide aujourd'hui l'évolution du web. Vous pouvez faire des recherches même après la session sur W3C. Vous verrez plusieurs articles qui parlent sur ça. Les langages du web. C'est ici maintenant la base de notre formation. Parce que nous voulons devenir développeurs web full stack. On doit connaître quels sont les langages du web. Avant toute chose, nous devons savoir qu'il existe deux types d'ordinateurs connectés au web. Nous avons les clients et puis nous avons les serveurs. Qui est le client et puis quel ordinateur qui est le serveur? Vous voyez que le client fait des requêtes, les serveurs renvoient des réponses. Maintenant, on doit savoir c'est quoi les clients, c'est quoi les serveurs. Les ordinateurs clients, c'est vous, votre ordinateur qui sert à aller consulter des sites web. Quand vous tapez sur l'URL ou la barre de recherche, Architect Academy, vous entrez dans notre site, vous êtes client. Les serveurs, ce sont des ordinateurs spéciaux, très souvent très puissants, qui envoient les sites web aux clients. Donc, vous tapez l'adresse du site. Maintenant, le serveur va vous renvoyer les données du site. Il va vous renvoyer l'affichage du site et autres. Donc, nous avons deux types d'ordinateurs. Les ordinateurs clients et les ordinateurs serveurs. C'est à partir de ça aussi qu'on regroupe les langages clients et les langages serveurs. Par ça, nous devons commencer par les langages clients. Nous avons vu qu'il y a deux types d'ordinateurs, les clients et les serveurs. Maintenant, nous commençons à comprendre c'est quoi, quels sont les langages clients, pourquoi on appelle ça langage client. Pour construire un site web, on a recours à des langages. Ils servent en quelque sorte à établir les plans d'architecture dont on a besoin pour construire les sites. Ces langages sont principalement HTML, CSS et JavaScript. Donc, les langages clients, c'est tout ce que nous voyons dans nos écrans. Les langages qui nous permettent à visualiser tout ça. Quand vous vous connectez sur un site internet, tout ce que vous verrez là, ça a été reproduit par les langages côté client. Tous ces langages sont désormais indispensables à la réalisation de tous les sites web. On dit que ce sont des langages clients ou encore des langages front-end. Vous attendrez autre part où on parlera des langages front-end. On peut les appeler langages clients ou langages front-end, car ils sont lus par les machines des clients. Donc, quand vous vous connectez dans un site internet, toute la partie visible qui est là, c'est le langage client. Donc, vous devez retenir qu'il y a deux sortes de langages en web. Et les langages serveurs qu'on appelle aussi back-end. Donc, pour le moment, nous avons vu les langages clients, HTML, CSS et JavaScript. HTML, c'est un langage de balisage. Tout ce que vous voyez dans les sites, c'est un document. Le document là, c'est du type HTML. Donc, HTML permet à faire du balisage, à écrire
tout simplement. CSS, c'est un langage qui nous permet à faire du style. C'est l'effet du style. Donc, pour styliser tout ce que vous voyez dans les sites, mettre des couleurs, c'est CSS qui gère ça. JavaScript, là, ça intervient pour les interactions côté client. Quand vous cliquez sur un bouton, vous voyez que les pop-up s'affichent ou les modales s'affichent. Tout ce que vous faites là, toutes les interactions du site, c'est fait via JavaScript. Actuellement, JavaScript travaille aussi côté back-end. Mais nous, dans notre programme, nous allons pour ce que nous pouvons retenir ici, HTML, c'est pour les balisages, CSS, c'est pour le style, JavaScript, c'est pour les interactions. Pour accéder au site web, nous avons besoin des navigateurs web. Les navigateurs web, nous les connaissons tous. C'est ça qui nous permet à surfer sur Internet. Nous avons Google Chrome, nous avons Mozilla, nous avons Opera, nous avons Safari. C'est quoi les rôles des navigateurs dans le développement web? Les rôles des navigateurs est de traduire les langages HTML, CSS et JavaScript sous la forme de sites web utilisables partout. Cette phrase veut dire quoi? Nous, on va coder en HTML, en CSS, en JavaScript. Maintenant, ces codes-là, quand le navigateur lit les codes, il traduit directement ces codes et puis il nous affiche les sites web. Si dans CSS, on avait dit que tel bouton doit avoir la couleur rouge, c'est ça que le navigateur va exécuter. Vous voyez des croquis qui est ici. On a le langage HTML et CSS traduit par l'ordinateur. Le résultat est visible à l'écran. Donc, le navigateur nous permet de faire la traduction des parce que nous sommes côté client. On verra aussi comment est-ce que les langages côté serveur marchent. Pour le moment, nous parlons encore du côté client. Les langages sont là. Le navigateur va traduire ça. Et puis, ça va nous afficher les sites web. Les langages HTML et CSS sont traduits sous la forme des sites web. Nous voyons maintenant à quoi ressemble un code HTML. Il y a ceux qui sont avec nous qui n'ont pas encore tapé une seule ligne de code en HTML. Donc, ils doivent comprendre tout ceci, voir d'abord des croquis, comment est-ce que les codes marchent, comment est-ce que les codes, quelle forme a notre code. Ça, c'est un extrait de code en HTML. Donc, nous entrerons en profondeur plus tard. Vous voyez qu'il y a des balises, tout est écrit comme ça. Le navigateur maintenant va lire notre code qui est là. Après le langage client, nous avons des langages serveurs. On a dit que les langages clients s'exécutent dans le navigateur des clients. Maintenant, le langage serveur, c'est quoi? En plus des langages clients que nous venons d'évoquer, on avait parlé de HTML, CSS et JavaScript, il y a une quantité importante de langages serveurs. Les langages serveurs sont, comme leur nom l'indique, gérés par les serveurs. Nous avons vu qu'il y a deux types d'ordinateurs, les ordinateurs clients et les ordinateurs serveurs. Les ordinateurs clients, c'est là, quand nos codes HTML sont traduits par les navigateurs, c'est affiché sous forme de site web, selon tout ce que nous avons écrit comme code. Maintenant, les langages serveurs sont gérés par les serveurs. Qu'est-ce que cela veut dire?
les clients n'y touchent pas. Le rôle du langage client est un peu différent du langage serveur. Le langage client, là, on décrit comment le site doit s'afficher. Par exemple, nous avons un site internet, on dit que non. À gauche, nous devons avoir la photo de l'utilisateur. À droite, nous devons avoir les noms, on peut dire les informations de l'utilisateur. Là, c'est le langage client qui gère ça. Donc, le langage client décrit comment le site web doit s'afficher. Tandis que le langage serveur décrit comment le site web doit se comporter. Par exemple, on dit, si une personne n'est pas connectée, il ne peut pas accéder à telle page. Là, c'est le langage serveur qui gère ça. Donc, encore un exemple simple, nous avons une barre de navigation dans notre site web. Supposons que cette partie, c'est une barre de navigation. Quand on écrit découvrez le langage serveur, là, c'est la partie client qui écrit ça. Mais si on veut que cette partie ne soit affichée que quand quelqu'un est connecté, là maintenant, c'est le langage serveur qui va intervenir pour faire les conditions. On dit que quand il est connecté, on fait ceci. Quand il n'est pas connecté, on fait telle chose. Donc, c'est la différence entre le langage client et le langage serveur. Quelques langages serveurs. Nous avons un tas de langages serveurs. Ils sont très nombreux. Mais nous parlerons nous avons cité quelques langages serveurs. Nous avons le PHP, qui est le plus dominant côté web. Nous avons le Java. Java n'est pas égal à JavaScript. Certaines personnes ont toujours cette question. Java, c'est un autre langage. JavaScript aussi, c'est un autre langage. JavaScript a été créé après Java. Vu que Java avait un ampleur, déjà, avant JavaScript soit né, lorsque Netscape ont voulu développer un langage côté script pour les navigateurs uniquement, ils ont vu que Java avait déjà un ampleur et comme le langage qu'ils voulaient développer, c'est un langage de script, ils ont préféré donner le nom JavaScript. Ça n'avait pas commencé avec le nom JavaScript. Ils avaient changé ça après, vu que Java avait déjà l'ampleur. Vous pouvez trouver des articles par là sur ça, même sur notre chaîne YouTube. Nous avons une vidéo qui parle sur ça. Le Python aussi fait du back-end. C'est un langage serveur. Le C# également, avec ASP comme framework. Il y en a plusieurs. Je ne vous demanderai pas d'apprendre le tout. Avec PHP, vous pouvez faire tout ce qui concerne côté web. De même, quelqu'un qui fait Java peut faire aussi la même chose. Celui qui fait Python peut faire la même chose côté back-end. Il vous suffit de se spécialiser d'abord en un seul langage et puis après, vous verrez comment est-ce que vous pouvez entrer dans d'autres langages. Si vous avez déjà bien maîtrisé le PHP, le jour où vous aurez un projet à faire avec back-end Python, vous n'aurez pas trop de difficultés. Nous parlerons encore des frameworks. C'est quoi un framework? En plus des langages, de ces langages que nous avons vus, les langages back-end, on a inventé des frameworks pour faciliter la création de sites dans ces langages. Je sais que, ou j'espère que certains d'entre nous ont déjà entendu parler des frameworks. Ce sont des boîtes à outils. En programmation, on dit que ce sont des boîtes à outils, mais il y a des personnes qui ne vont pas toujours comprendre. Un exemple simple, vous voulez construire une maison. Vous avez des possibilités pour avoir des briques. Soit vous achetez des sacs de ciment, vous achetez des sables, vous prenez de l'eau, vous faites vos briques tout seul. Ou soit vous pouvez déjà acheter des briques et vous commencez directement à construire. Dans les deux cas, celui qui
fait des briques seul prendra plus de temps que celui qui a acheté des briques. Parce que là, c'est déjà construit. C'est comme les frameworks. Quand vous faites du PHP, par exemple, puis vous codez purement en PHP, vous devez commencer à faire tout ce que vous voulez dans votre application. L'authentification, si vous voulez le connecter avec des réseaux sociaux, tout vous le faites seul. Plusieurs opérations que les frameworks peuvent vous faciliter. Les frameworks se rapportent à des langages. Donc, pour entrer dans un framework, vous devez avoir des bases solides dans les langages purs. Pour PHP, nous avons Laravel, Symfony. Il y en a plusieurs, quelques PHP et autres. Pour Java, nous avons Java EE. Vous verrez aussi c'est écrit JDZ. Pour Python, il y a Django, il y a Flask. Il y en a tellement beaucoup. Mais côté web, les plus utilisés pour Python, c'est Django. Pour C#, il y a ASP.NET. Donc ici, nous avons vu des frameworks. Ce sont des boîtes à outils. Dans notre formation, il y a des frameworks que nous allons apprendre. React.js, côté client, et puis Laravel, côté serveur. Les deux frameworks sont actuellement parmi les frameworks les plus utilisés au monde. C'est pourquoi nous avons préféré travailler avec ces deux frameworks. C'est aussi les frameworks qui sont les plus recherchés dans les marchés d'emploi. Comment un langage serveur génère-t-il une page web? Le rôle des langages serveurs est de générer une page web. Qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez sur un lien? Vous êtes là, le client. Vous faites la demande de la page. Le serveur génère pour vous cette page et puis il vous envoie. Donc, tout ce qui se quand l'utilisateur tape par exemple mon site /blog, je dois trouver la page qui renvoie tous les blogs, tous les articles. Ça vous renvoie ça. Quand vous faites blog/1, et c'est que 1 qui est là, c'est l'article qui a l'ID 1. Il vous renvoie ça. Donc, au fur et à mesure, nous allons avancer, nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe derrière ces langages. Dans cette croquis ici, les clients demandent une page au serveur. Vous voyez, demande de la page. Deuxièmement, les serveurs génèrent la page à l'aide du langage serveur. Quand vous faites la demande de la page, le langage serveur récupère votre URL. Il comprend que pour telle URL, je dois générer telle page. Quand il voit par exemple www.monsite.com/contact, le langage serveur comprend, non? À travers cette URL, le client veut avoir la page contact. Il génère pour vous la page contact et puis il vous renvoie. Quand le langage serveur renvoie, ça revient au navigateur. Le navigateur prend ce code-là et il affiche. Donc, vous voyez ici, le langage serveur envoie sous forme de code HTML et CSS. Avant, nous avons dit que le navigateur traduit les codes HTML et CSS. C'est à ce moment-là maintenant que la page que le langage serveur a renvoyée, ça sera affiché. Pour le moment, l'histoire du web et ses origines, nous avons presque en parlé.
Maintenant, place au logiciel que nous allons utiliser durant notre formation. Pour un début d'abord, parce qu'il y aura d'autres logiciels qu'on va commencer à installer après. Pour un début, nous aurons Visual Studio Code et puis Chrome. Visual Studio Code, c'est un logiciel qui va nous permettre d'écrire nos codes. C'est un éditeur de code, éditeur de texte. Ça nous permettra d'écrire nos codes HTML, CSS, JavaScript, tout ce qu'on va utiliser jusqu'à la fin de notre formation. On va utiliser VS Code. Il y a plusieurs éditeurs de texte. Il y a Notepad++, il y a Atom, il y a Vim. Mais Visual Studio Code nous offre plusieurs avantages. Nous verrons que nous allons commencer à installer des extensions qui nous permettront de faire plusieurs choses. Quand on va installer, on comprendra pourquoi est-ce qu'on a voulu choisir VS Code. Chrome, c'est un navigateur. C'est là que nos codes qu'on va écrire dans VS Code ici, ça sera traduit dans Chrome. Après ça, après les diapositives ici, je vais maintenant entrer dans les sites de VS Code et puis les sites de Chrome. J'espère que la majorité d'entre nous ont déjà Chrome installé dans leur navigateur, dans leur ordinateur. Ceux qui n'en ont pas, on verra comment est-ce que, où est-ce que vous pouvez les télécharger. En fin de compte, on parle des métiers du web. Il y a ceux qui développent des sites web, ce sont les développeurs. Ce sont les développeurs, ils utilisent des langages de programmation dont on a parlé pour coder les sites et les applications. Il y a ceux qui coordonnent la production et l'évolution d'un produit web. Un projet informatique n'est pas géré que par les développeurs. Parce que la plupart des personnes ont cette idée. Souvent, quand nous avons notre projet personnel, on commence à les coder seuls jusqu'à la fin, jusqu'à la mise en ligne. Mais dans le monde professionnel, ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui coordonnent la production et l'évolution d'un produit web. Dans cette catégorie, on trouve des chefs des projets digitaux. Il y a quelqu'un qui est chef des projets digitaux. Il y a les product owners et les product managers. Ils ne codent pas directement. Parmi eux, il y a ceux qui sont des développeurs. Il y en a aussi ceux qui ne sont pas des développeurs, bien sûr. Ils sont en lien direct avec l'équipe technique. Ils ont une vision globale du produit et des fonctionnalités à développer et assurent la bonne gestion du projet. Vous, les développeurs, vous êtes là. Il y a un chef de projet, un product manager qui est aussi là. Il est en lien direct avec votre équipe. Donc, lui peut amener des fonctionnalités. Par exemple, les clients veulent telle fonctionnalité, et puis les développeurs, vous les mettez maintenant en œuvre. À part l'idée ici, nous avons encore ceux qui font en sorte que les sites soient plus simples d'utilisation possible. Ce sont les UX designers, les professionnels du design et de l'ergonomie des pages web ou des applications. Une fois, je vous ai parlé de UX design. Le UX design, c'est l'expérience de l'utilisateur. Quand l'utilisateur se connecte ou entre dans un site, il y a des sites où, quand vous entrez, vous vous perdez directement. Dès qu'on finit ce diapositive, on ira maintenant voir quelles sont les techniques qu'on utilise dans UX design et UI. UI, c'est l'interface. UX, c'est l'expérience. On les verra bientôt. Il y a aussi ceux qui gèrent l'infrastructure du web. Ce sont les professionnels du système d'information. Ils ont la responsabilité des serveurs, de leur configuration. Bref, sans eux, les développeurs et les chefs de projet ne pourraient pas travailler. Ici, cette partie, c'est à retenir. Ceux qui gèrent l'infrastructure du web, les IT. Donc, vous attendez parler souvent des IT.
Sans eux, les développeurs et les chefs de projet ne pourraient pas travailler. Les sites web ne répondaient tout simplement pas. Donc cette phrase ici, retenez ça, nous allons encore l'expliquer et nous allons voir actuellement qu'est-ce qui se passe entre les développeurs et les gens qui gèrent l'infrastructure du web. C'est encore un domaine, qui actuellement est en vogue. On va voir ça après cette explication. Imaginez que ce sont les architectes qui permettent à l'ensemble de fonctionner. Des super zéros de l'ombre, en quelque sorte. Ici, on parle des IT, des administrateurs systèmes et réseaux. Ce sont eux qui gèrent les serveurs, leur configuration et autres. Donc, ceux qui font les administrations systèmes et réseaux. Leur métier ou leur branche, c'est ça. Parmi eux, on compte par exemple les techniciens informatiques qui paramètrent les équipements et les réseaux et qui interviennent en cas de questions ou de problèmes. La dernière partie ici, c'est pour les IT. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu qu'on puisse directement entrer dans les bains de HTML. Aujourd'hui, c'est plus comprendre d'abord le web, comprendre ce que nous voulons faire et comprendre où est-ce que nous pouvons aller, jusqu'où nous pouvons arriver. Donc là, on a parlé des IT. Maintenant, il y a des groupes. On a vu les développeurs et les IT. Les développeurs développent des applications et tout. Maintenant, pour les mettre en production, c'est maintenant les IT qui vont intervenir parce que ce sont eux les responsables des serveurs. Dans des grandes entreprises, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux serveurs. Chacun a ses responsabilités. Maintenant, la responsabilité des serveurs est liée aux IT et la configuration aussi. Mais actuellement, il y a un métier en vogue, on appelle ça DevOps. Certains ont déjà entendu parler de ça. Les DevOps, c'est quoi? Si je cherche une image ici, on peut prendre ça pour mieux voir. Je peux agrandir. J'espère que vous voyez. Il y a Dev et Ops. Dev qui vient de développement. Là, c'est la partie pour les développeurs. Les développeurs, ici, vous voyez code, build, test, plan, release. Donc, les développeurs ont codé d'abord. Vous faites vos codes. Et puis, à la fin, vous faites les builds de l'application. Donc, là aussi, c'est une notion à prendre en sérieux. On le verra plus tard. Les développeurs sont là en train de développer l'application. Vous développez. Avant, c'était quand les développeurs finissent à développer leur application, c'est maintenant les IT qui vont faire les opérations pour les serveurs, la configuration des serveurs et tout ce qui est en lien avec ça. Maintenant, le DevOps, c'est quoi? On a vu que les deux équipes, ça posait tellement de problèmes parfois. D'abord, les problèmes de temps et les problèmes de compréhension. Parce que les IT veulent que l'application soit de plus en plus stable, les développeurs font de plus en plus de mises à jour, et puis ça devenait compliqué. Et là maintenant, les métiers du DevOps est né. On peut voir si c'est né en quelle année. Vous verrez que c'est un métier
qui est tellement récent. Si vous faites DevOps naissance, vous verrez que c'est un métier tellement récent. Le mouvement DevOps a commencé à signifier entre 2007 et 2008. Lorsque les équipes opérationnelles et de développement se sont inquiétées de ce qu'ils qualifiaient de dysfonctionnement majeur dans le secteur. Donc l'équipe opérationnelle, c'est l'équipe des IT et l'équipe de développement, c'est l'équipe des développeurs. Maintenant, ces métiers font en sorte que vous puissiez, vous-même, les groupes de développeurs, avoir des notions à la mise en production, la configuration et tout ce qui se passe dans les serveurs. Nous, dans notre formation, nous ne serons pas du tout branchés à ça parce que c'est un métier où il y a des formations spécifiques sur ça. Mais nous aurons quand même des connaissances sur la configuration des serveurs, les déploiements des applications et les monitoring. Vous voyez qu'ici, les monitoring, les opérations, déploiement, c'est la partie des opérationnels, donc les IT qui faisaient ça. Mais actuellement, les développeurs se sont intégrés dans ces parties-là. Donc nous aussi, durant notre formation, nous allons développer des applications, nous allons apprendre à configurer des serveurs, nous allons apprendre à monitorer l'application. Là, on va voir quand est-ce l'application a eu un bug, pourquoi le bug est arrivé, quel est le problème, tellement trop de choses. Avec un exemple, si je cherche télescope, là on le verra à Laravel. Avec Laravel, on verra comment est-ce qu'on va faire le monitoring de nos applications. Vous voyez par exemple ici, je suis dans le site d'architecte. Je peux voir quelles sont les requêtes que les utilisateurs ont fait. Je sais que telle requête, et puis le statut 5, ça signifie qu'il y a eu erreur côté serveur. Là, c'est le monitoring. Ce sont des IT qui les faisaient avant. C'était plus lié au côté opérationnel. Mais pour le moment, les développeurs les font aussi. Je peux voir les exceptions. Quelles sont les erreurs qui ont été générées dans mon application? Par exemple, ici, je vois une erreur côté serveur, côté base de données. Je peux venir, je regarde. L'erreur a été commise à quelle heure? Je regarde tout, quel utilisateur a été connecté pendant l'erreur et puis quelle est cette erreur. C'est dans quelle ligne de code directement. Quand il y a telles erreurs, je peux faire la mise à jour ou je peux fixer ces bugs-là. Il y a aussi des applications. Avec Laravel, vous verrez que nous allons apprendre beaucoup de choses. Une application Laravel. Donc, quand il y a erreur dans votre application web, directement dans votre téléphone, vous serez notifié qu'il y a erreur dans telle place et puis telle ligne de code. Ce qui n'a pas marché, c'est telle chose, telle chose. Donc, c'est ça, en gros, tout ce que nous allons apprendre. Nous allons apprendre à développer des applications de A à Z. Même ceux qui n'ont jamais fait taper une ligne de code, avec notre formation ici, la prochaine séance, c'est là maintenant que nous allons entamer le HTML. Nous allons voir comment est-ce qu'on écrit des codes pour que tout s'affiche ainsi. Pour voir le code source d'un site ou une application, faites CTRL-I. Quand vous faites CTRL-I, vous verrez que le code source de l'application sera là en HTML, puis vous verrez le code CSS. Tout ce qui est côté client, vous le verrez, HTML, CSS et JavaScript. Les codes qui sont côté serveur, quand on les renvoie dans les navigateurs, quand vous faites, je peux venir ici dans le site d'architecte pour qu'on puisse voir directement comment est-ce que les navigateurs nous renvoient. Je suis ici, j'ai fait architecte, academy.architecte, je tape l'IRL.
Si je viens là où il y a blog, j'ai cliqué dans blog. Le backend voit qu'il a tapé cette URL. Donc, cette URL veut dire en sorte que je puisse lui renvoyer des articles. Il prend tous les articles de la base de données, il me renvoie cela, ça s'affiche. Mais ces articles proviennent de la base de données. Quand ça arrive ici, ce n'est plus en PHP ou en Laravel. Ici, c'est maintenant en HTML. Si je fais CTRL-I, je vais tout voir. Donc, je vais tout voir. Vous voyez que les noms des titres sont là. Mais ça provenait de la base de données. Donc, ce que vous pouvez retenir ici, quand les données quittent les serveurs, les serveurs nous renvoient via les navigateurs. Ces données-là se sont transformées uniquement en HTML, CSS et JavaScript. Il n'y aura plus de PHP quand vous ferez soit les clones. Je vais vous montrer un outil httrack. httrack permet de traquer des sites web. Imaginez, vous pouvez voir un site et vous voulez voir quels sont les codes qu'on a tapés là, HTML, CSS et JS. Cet outil vous permet de copier les sites web. Quand vous allez mettre les liens de ces sites web, vous aurez la copie identique de ces sites web-là. Parce que les serveurs nous renvoient juste les HTML, CSS et JavaScript. Encore un exemple pour comprendre les langages côté client et les langages côté serveur. Si je viens ici dans Forum, j'attends que la page s'affiche. On verra quelle différence y a-t-il entre les langages côté client et les langages côté serveur dans l'affichage d'un site web. Vous voyez, le langage client me permet de dire que le logo doit être à gauche, les connexions doivent être à droite. Mais c'est le langage serveur qui me permet de comprendre si réellement la personne est connectée ou pas. Quand je suis connecté, ça m'écrit des connexions parce que je suis connecté. Si je clique des connexions, ça doit me déconnecter. Et quand je reviens dans le forum, quand je reviens ici dans le forum, vous voyez que ça m'écrit connexion et inscription. C'est le langage serveur qui fait en sorte qu'on puisse comprendre si on est connecté ou pas. Donc, la séance prochaine, nous allons maintenant entamer les HTML. Les HTML, c'est un langage de balisage. On va voir comment est-ce qu'on va commencer à taper des codes pour que ça puisse s'afficher dans les navigateurs. J'ai parlé des logiciels VS Code et Chrome. Pour VS Code, il faut que vous tapez VS Code. Le site, c'est code.visualstudio.com. Je vais envoyer le lien dans les groupes. Là, vous allez maintenant télécharger VS Code. Moi, j'utilise Ubuntu. La majorité d'entre nous utilisent Windows. Ceux qui vont utiliser Ubuntu, vous verrez déjà ici des fichiers DB là et vous verrez les instructions. Ceux qui vont utiliser Windows, ici dans Download. Quand vous cliquez, ici encore, ça vous donne la possibilité pour les 3 systèmes les plus utilisés. Vous avez pour Windows, vous avez pour Linux, et puis vous avez Mac. Pour ceux de Windows, vous allez juste cliquer et puis s'ouvre les instructions d'installation, c'est plus facile. Donc aujourd'hui, vous avez déjà installé Visual Studio Code, et puis la majorité d'entre nous ont déjà Chrome. Si vous n'en avez pas, vous allez taper juste Chrome, Download. Et puis là, vous pouvez télécharger Google Chrome. Ce sont les 2 logiciels pour le moment que nous allons utiliser. Donc pour le moment, vous devez juste installer VS Code et installer Chrome. Ce qui va nous permettre, dans la prochaine session, le mercredi, nous allons maintenant commencer à taper notre première ligne de code en HTML. Donc pour la séance d'aujourd'hui,
Tout ce que vous pouvez comprendre sur le web et ses origines, et aussi les outils que vous allez travailler, c'est tout ça. Ceux qui ont des questions, on peut maintenant passer à la séance des questions. Bonsoir, Monsieur Shadrach. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, vous, j'espère. Oui, ça va également. Alors, je voudrais revenir sur le métier de DevOps que je n'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il est différent du métier de développeur web? Ça, c'est ma première question. Oui. Et ensuite, ma deuxième question, c'est qu'on entend souvent développeur web, développeur web. Mais est-ce qu'un développeur web, c'est celui uniquement qui conçoit les sites? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le développeur web fait? Voilà. Dans une structure, quel est vraiment son rôle à part la création du site pour, 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 pour un développeur web? Merci. D'accord, merci pour vos deux questions. Les DevOps, ce n'est pas seulement où... Dans les DevOps, ce que je peux dire, c'est l'ensemble du développement, du métier de développeur et du métier des administrateurs système. Parce que avant, il y avait la partie où les développeurs codaient, ils font tout pour leurs applications, et puis, ceux qui les mettaient en ligne, c'était des administrateurs système. Maintenant, les DevOps nous donnent la possibilité de combiner les deux métiers et du côté développement. Donc, vous ne serez pas du tout comme un administrateur système, toutes les compétences d'administrateur système, non. Mais vous aurez des notions un peu aussi avancées qui vous permettront de configurer des serveurs, de déployer des applications et faire beaucoup de choses. Il y a un cours sur Open Classroom. Si vous faites DevOps Open Classroom, vous pouvez comprendre aussi certaines choses qui sont là. Donc, cela nous permet qu'on ne soit pas dépendant des administrateurs système. Parce qu'il y a certains développeurs de nos jours aussi qui ne savent pas configurer des serveurs. Ce n'est pas un péché, mais c'est, je peux dire que c'est un problème. Parce qu'il peut vous arriver, vous êtes dans une entreprise où vous êtes qu'il y a des développeurs, et puis vous ne savez pas configurer des serveurs. Ça sera tellement compliqué pour vous. C'est pourquoi, dans notre formation aussi, nous verrons comment est-ce qu'on va configurer des serveurs. Parce qu'il y a des serveurs qui utilisent le système Linux et des serveurs où on peut trouver les systèmes Windows. Donc, en gros, les DevOps, c'est le mélange du développement et de l'administration système. Cela nous permet à faire ces deux opérations combinement. Donc, ces deux opérations directement plutôt. Vous développez votre application et puis à la fin, vous configurez les serveurs et puis vous déployez l'application. Par rapport à votre deuxième question, les métiers de développeur web. Un développeur web, ce n'est pas seulement quelqu'un qui conçoit des sites web. Ça ne se limite pas là. Il y a des startups ou des entreprises qui ne font que des API. Là, il n'y a pas d'interface. Quand on parle des API, on verra aussi comment est-ce qu'on va commencer à créer des API. Quand on parle des API, c'est une interface, une application de programmation juste comme interface. Mais c'est l'interface là qu'on parle, ce n'est pas l'interface de l'utilisateur. Quand vous faites API, Application Programming Interface, interface de programmation d'application, ce n'est pas que ça sera affiché dans les sites web. Qu'est-ce que les API font? Cette image est trop petite. Qu'est-ce que les API font? Si je prends un exemple simple, je viens de notre site qui est là. On prend un exemple qui sera plus facile à comprendre. Je parle de la formation disponible. Je parle de procéder au paiement. Je viens ici, je remplis les données.
Et puis, j'ai fait continuer. On voit que je pars dans une autre plateforme. Nous attendons que ça s'affiche et puis je vous montre maintenant qu'est-ce qu'un développeur web peut encore faire. Nous sommes là. Ici, quand une personne entre ses informations, ses numéros de téléphone, et il clique payer, la partie qui se fera en dessous de ces boutons, quand vous cliquez, ce qui fera en sorte que vous puissiez voir la notification dans votre téléphone et puis confirmer le paiement, c'est une API. Il y a des seuls développeurs qui peuvent concevoir uniquement des API. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas concevoir les sites, non. Il y a plusieurs choses à faire en développement web. Vous verrez aussi des web services. Web service. Web service. Si on entre ici, on verra que c'est un service web. Un service web est simplement une API enveloppée. Donc, il n'y a pas des interfaces utilisateurs, mais quand même, il y a des codes qui gèrent certaines logiques. Donc, un développeur web, en conclusion, n'est pas seulement quelqu'un qui conçoit des sites web. Il a plusieurs choses à faire. Tout ce qui se passe via le web, un développeur web peut le faire. En gros, c'est un peu ça. Tout ce qui se passe via le web. Que ce soit le code ISSD que nous tapons dans les téléphones, un développeur web peut concevoir aussi des trucs pareils. Donc, j'espère que pour vos 2 questions, vos réponses sont là. Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Si une autre personne a une question, il peut aussi poser. Bonsoir, Monsieur Shadrach. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, moi, c'est juste j'aimerais savoir si vous avez déjà partagé avec nous les slides que nous avons parcourus aujourd'hui. Vous allez le faire. Je vais le faire après ici. Donc, je vais l'envoyer dans les groupes. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être la dernière question, est-ce que l'horaire, c'est chaque jour impair? Oui, oui. Ah, donc, c'est lundi, mercredi Mercredi, vendredi. et vendredi. Oui. Toujours dans D'accord, la même heure. même heure. Merci beaucoup. Et peut-être la dernière question, nous sommes censés terminer quand la formation? Au mois de février. D'accord, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Donc, la formation durera 4 mois, mais un 5e mois sera pour la finalisation du projet. Les Parce projets, que tous ok. nos projets doivent être déployés. D'accord, Ok. c'est noté. Moi, j'ai une question concernant le programme. Est-ce on peut avoir un PDF du programme qui est de ce qu'on fera dans ces 4 mois? Les programmes, les plans et les projets où... Non, pas du projet, le programme même de ce qu'on fera au fil du temps, en fait. Par exemple, ce soir, on a vu le développement ou à la définition et tout. Est-ce qu'il y a un programme pour tout ce qu'on verra par la suite, en fait, de sorte à ce qu'on sache où on va et tout? Oui, oui. Donc, cette semaine, déjà, vous aurez tout ce qu'on fera pour la partie front-end. Vous saurez déjà tel jour, on verra D'accord. telle chose. Voilà, Donc, c'est de ça que je parle. Oui, oui, vous en aurez. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Chadra. Je vous en prie. Des questions? J'espère qu'il n'y a plus de questions pour aujourd'hui. Donc, vous devez juste, ceux qui n'ont pas encore Visual Studio Code, certains d'entre nous en ont déjà. Ceux qui n'en ont pas encore, vous devez les télécharger. Je vais envoyer les liens dans les groupes. Vous téléchargez pour que nous puissions directement être à la même hauteur les mercredis. Parce que les mercredis, nous allons commencer les HTML. Donc, pour le moment, notre leçon du jour prend fin ici.
Bonne soirée à vous. On se revoit les mercredis, toujours à la même heure. Merci beaucoup. 19h Merci GMT, c'est ça? beaucoup. Oui, 19h30, temps universel. D'accord. Merci. Au revoir. Excellente soirée à tous. Merci.